matin à tous. Vous allez bien? Bien heureux d'être parmi vous. C'est bon pour le départ? Aujourd'hui, je vais vous faire une conférence sur les obélisques en ce jour de Pâques. Ça sera pour souligner un petit peu l'événement. Et la Pâque juive, c'est l'exode des Hébreux qui sortent d'Égypte. Moi, je vais vous parler des exodes des obélisques qui sont sortis d'Égypte pour illuminer le monde. J'aimerais commencer avec une phrase de Pierre Bourgault pour remercier finalement Monsieur Glenn, non seulement de m'inviter, mais de l'événement. Cette citation célèbre dit « Croyez-le ou non, nous les Québécois, nous avons fait une des plus grandes révolutions religieuses de tous les temps. Et cela sans pendre un seul curé. Il fallait le faire, nous l'avons fait. Une des sociétés les plus religieuses du monde est devenue, en moins de 30 ans, l'une des plus areligieuses. Et face à cette situation, grâce à Ésotérisme expérimental, on crée néanmoins des événements lors de nos anciennes fêtes religieuses pour continuer à promouvoir la spiritualité, puisqu'on est un peuple rempli de ferveur. Alors, merci Monsieur Glenn. Comme chaque année, je fais toujours des liens avec le symbolisme au Québec, comme dans les dernières années. Vous vous rappellerez que j'avais parlé des monuments marquants de notre province. Et l'an dernier, j'avais même fait un lien entre les hôtels de ville de Shawinigan et de Verdun, comme quoi ça avait été d'inspiration maçonnique, en s'inspirant du modèle du Troisième Temple. Alors aujourd'hui, je vais rester dans le même genre de thématique pour rejoindre notre public qui est d'abord québécois. Et puis en commençant par le plus grand obélisque du Québec. Est-ce que vous le connaissiez celui-là? Ça ne me surprend pas parce que c'est sur la côte nord. Je vous le montre pour deux raisons, parce que c'est le plus grand du Québec, mais aussi durant la conférence d'aujourd'hui, surtout vous parler d'un obélisque, qui est l'obélisque d'Hatshepsut en Égypte, qui mesure environ 30 mètres. Et celui-ci mesure 30 mètres. Alors vous pouvez voir comment c'est grand. Cependant, tout au long de ma conférence, je vais vous sensibiliser au fait que la plupart des obélisques sont de faux obélisques, comme celui-ci. On peut voir qu'il est composé de 9 sections. C'est une structure en béton armé. Les 9 sections représentent la MRC Côte-Nord et les 8 municipalités. Ici, c'est à Ragueneau, un fan du gigantisme, parce qu'il a aussi fait des dinosaures grandeur nature dans cette ville. Si vous passez en Côte-Nord, passez par Ragueneau. Mais je vous le montre surtout pour que vous puissiez comprendre à quel point qu'un obélisque de 30 mètres, tel que les Égyptiens l'ont fait dans une pierre monolithique, une seule pierre, c'est absolument extraordinaire. Et puis, je vais vous démontrer que ça ne s'est jamais fait depuis 3000 ans. Alors, on se demande pourquoi que ça n'a pas été fait par la suite. Au Québec, l'obélisque le plus célèbre, c'est celui-ci. Vous le reconnaissez? C'est à Québec. C'est le monument dédié à la galanterie militaire des généraux Wolfe et Montcalm. Ils sont morts tous les deux à la bataille des plaines d'Abraham. Comme il est indiqué sur leur monument, leur courage leur a donné une mort commune, l'histoire une célébrité commune et la postérité un monument commun. Et puis en effet, c'est assez exceptionnel que deux généraux adverses aient un seul monument. C'est très représentatif de notre société qui a vécu en paix en dépit d'être sous la domination anglaise. Et puis ce monument le montre bien. Ça, c'est tel qu'il apparaissait auparavant. Depuis 2010, il a été blanchi, semble-t-il, mais on le retrouve à côté du château Frontenac. Mais on peut voir que c'est un faux obélisque, c'est simplement un assemblement de pierres. Par contre, à Montréal, nous avons un vrai obélisque. Il fait quand même 9 mètres. Alors, c'est le monument des pionniers. À qui est-il dédié? C'est surtout à la confrérie mystique qui a créé cette ville extraordinaire. Cet obélisque, on peut l'appeler un aiguille parce qu'il est quand même très fin, mais c'est un vrai. De nos jours, les obélisques sont surtout associés à une mythologie moderne, la mythologie du nouvel ordre mondial. Ça a un peu de sens, ça représente surtout la conception du nouvel ordre mondial au 20e siècle. Quant à moi, au 21e siècle, ça sera autre chose. Mais c'est vrai qu'au 20e siècle, le Vatican, Londres et Washington ont tiré les ficelles du jeu mondial. On les met souvent en parallèle par le fait qu'ils sont 3 États indépendants à l'intérieur d'un État plus grand. Commençons par le Washington Monument, qui n'ont pas construit en une année. On peut voir que ça a pris un bon moment, mais il est très très grand, dédié à George Washington.
Pour refléter aussi la dynamique au 20e siècle, on peut voir que les Nord-Coréens ont fait un monument de 1 mètre plus grand que leurs grands adversaires, dédié aux idées du juché, c'est l'idéologie nord-coréenne, pour ceux que ça l'intéresse. Mais dans les deux cas, ce n'est qu'une forme, c'est une montée vers la hauteur, mais ce n'est pas un vrai obélisque. On va voir que c'est très différent. Les Américains étaient habitués à faire ce genre de structure. Ici, le monument dédié à la bataille de Bunker Hill, près de la ville de Boston, quand même 67 mètres de hauteur. Mais on peut voir que ça leur a pris quand même 16 ans le construire. Comparativement à l'obélisque que je vais vous présenter tout à l'heure, un seul bloc égyptien il y a 3200 ans, 3300 ans. Eux, ils l'ont fait en 7 mois, les Égyptiens. Puis c'était beaucoup plus difficile, alors ils étaient plus doués que les modernes, semble-t-il. Évidemment, les obélisques le plus célèbre, et un vrai cette fois-ci, c'est l'obélisque du Vatican, que tout le monde connaît d'une certaine façon, mais les gens oublient souvent que l'obélisque du Vatican a été apporté à Rome par un empereur sanguinaire, Caligula, pour être mis dans l'hippodrome d'un autre empereur sanguinaire, le Circus de Néron. Certains vont dire que c'est très paradoxal qu'on trouve en plein cœur du Vatican un obélisque premièrement païen, même s'il est anépigraphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'écriture égyptienne comparativement aux autres, mais on est pas mal certain qu'il venait d'Égypte, d'Aswan, comme tous les obélisques égyptiens. C'est sans doute pour rappeler les martyrs chrétiens. Mais on peut voir à quel point la cathédrale Saint-Pierre de Rome, qu'on peut voir ici en filigrane, avec la forme de la clé, est située exactement par-dessus l'ancien cirque de Néron, comme on l'appelle. Et puis ça, c'est l'église, la cathédrale, telle qu'elle apparaissait au 4e siècle après Jésus-Christ. Puis on peut voir que, sans doute à juste titre, elle est emmurée pour se protéger. Et jusqu'à nos jours, le Vatican est un espace clôturé. Toutefois, le premier à avoir apporté des obélisques en Égypte, c'est le premier empereur, c'est Auguste, qui a d'abord rapporté celui-ci, qu'on retrouve de nos jours devant le Parlement italien. Il en a rapporté 2 dans la ville de Rome. C'était les premiers obélisques à sortir d'Égypte en tant que tel. Le second a été placé ici dans un autre cirque. C'est ce qu'on appelle de longs hippodromes, là, vous savez, comme le film Ben-Hur, qui tourne alentour. Alors les obélisques, on les mettait dans la spina, qui est l'espace longitudinal ici au milieu. Et puis, voici à quoi ça ressemblait à l'époque. Dans un cadre très urbain, une structure monumentale, on s'aperçoit qu'il y a 2 obélisques, n'est-ce pas? C'est que 300 ans après, 340 ans après Auguste, un autre empereur romain, un grand empereur qui s'appelait Constance II, a rapporté le plus grand obélisque de tous les temps d'Égypte. Et il est maintenant à Rome, sur la Piazza del... Ah, excusez-moi, je suis en train de me tromper. Ça, c'est le second obélisque d'Auguste. Excusez-moi, on va revenir. Donc, c'est celui-ci le plus petit, celui que je viens de vous montrer, qui est quand même grand, une vingtaine de mètres. Mais l'autre est encore plus grand. C'est le plus grand obélisque du monde. C'est l'obélisque maintenant sur la place du Latran. On peut voir à quel point c'était détaillé. J'y reviendrai. C'est celui-ci. Apparemment, ils ne l'ont pas tellement mis en valeur. La base est plutôt moche. Le mirage des obélisques dont je vais vous parler, c'est qu'ils ne sont pas compris. On ne s'aperçoit pas à quel point ces monuments sont absolument extraordinaires. Puis, on les met presque... devraient être, quant à moi, protégés. On va voir la détérioration de certains obélisques. Alors, celui que je viens de vous montrer, le plus grand, c'était celui-ci qu'on trouvait dans le temple d'Amon. Habituellement, les obélisques vont par 2, mais celui-là, il était unique. Alors, certains disent que c'était pour représenter le Dieu unique dans l'énothéisme égyptien. Les Égyptiens avaient de nombreux dieux, mais ils représentaient tous le même Dieu, l'être créateur. Alors, c'est celui-ci. Tout à l'heure, je vais vous parler des obélisques d'Hatshepsut, surtout. Alors, ce sont ceux-ci derrière. Alors, c'est le fabuleux complexe liturgique d'Amon, même encore de nos jours, je pense, le plus grand temple sur Terre, développé pendant des centaines d'années. Le voici. Je vous parlais de Constance II il y a un instant qui a apporté le grand obélisque à Rome. Il voulait aussi apporter un autre obélisque dans la nouvelle Rome, qui était Constantinople, qui était fondée seulement depuis une vingtaine d'années. Mais il n'a pas pu le faire, il est mort avant, et puis c'est simplement Théodose, 50 ans plus tard, qui l'a apporté à Constantinople. Un obélisque vraiment impressionnant, malgré, si vous le voyez bien, il est brisé. Alors il y en a plusieurs qui ont été brisés. Le plus grand que je vous présentais tout à l'heure
Il mesurait à l'origine 36 mètres de hauteur. C'est 8 étages. Un obélisque de 8 étages, ça doit être difficile à transporter. Et puis c'est fragile, comme on va voir. C'est pour ça qu'ils ont été brisés lors des déplacements. Avant d'être à l'endroit qu'on a vu là, il était bien entendu, comme tous les obélisques, sur la spina d'un cirque où on faisait des courses de chars et d'autres jeux forains de la vie civique antique. C'était très différent de notre époque. Et puis même dans des petites villes gallo-romaines, comme ici à Arles, au sud de la France, c'était plus petit, avec un obélisque plus petit, mais ça faisait partie comme de l'urbanisme antique. La plupart de ces obélisques ont passé les 1000 ans du Moyen-Âge couchés par terre après avoir été profanés par les nouveaux chrétiens, qui considéraient ça des choses païennes. Mais avec les papes de la Renaissance, ils ont été peu à peu réérigés. Certains d'entre eux étaient brisés. Et puis ça s'est poursuivi comme cela, surtout à Rome, jusqu'à l'époque moderne, jusqu'au 19e siècle. Finalement, pour récompenser d'une certaine façon les Français d'avoir déchiffré les hiéroglyphes et d'avoir fait la campagne napoléonienne qui nous a permis de redécouvrir l'Égypte, le gouvernement égyptien leur a donné un obélisque, et non le moindre, celui-ci qu'on trouve à la place de la Concorde. Il venait d'un des plus beaux temples d'Égypte, le temple de Luxor, à l'entrée. On peut voir qu'il y en avait 2 à l'époque. Pour le mettre dans un endroit comme celui-ci, on peut voir à quel point, en les déplaçant de leur contexte liturgique d'origine, on perd toute la saveur de ces obélisques-là. C'était des objets cultuels, dans un cadre théologique. Alors, il faut prendre ça en compte lorsqu'on les observe. Et comme on peut voir, lorsque les Français les ont redécouverts à moitié enterrés au 19e siècle, l'obélisque qu'ils ont pris, celui-ci à droite, on se demande comment il a pu se casser à cet endroit-là, mais quoi qu'il en soit, ils ont eu la décence de prendre le plus petit des 2, et puis en ajoutant le chapeau doré, ça paraît pas. On peut leur donner ça. Peut-être un jour vont-ils le rapatrier en Égypte, comme qu'ils l'ont fait. Le gouvernement italien a rapporté un des obélisques géants d'Éthiopie en Éthiopie. S'il ne le rapporte pas, au moins il devrait en faire une copie conforme à cet endroit-ci, parce que là, entre vous et moi, ça fait un peu dur, là, ça fait déséquilibré. Et puis, à la base des obélisques, comme on peut voir, il y avait les babouins, emblème du dieu de la connaissance, Thoth, qui représente aussi la consécration du matin. On sait que chez les Égyptiens, la création du monde se renouvelle chaque jour. Ce qu'ils appelaient la première fois. On l'entendra tantôt dans un texte. La première fois pour les Égyptiens, c'est chaque matin. Et chaque matin est la création du monde. Puis le matin, les babouins font un vacarme épouvantable de ululement. Parmi les obélisques les plus célèbres pendant très longtemps, c'était les obélisques qui se trouvaient à Alexandrie. Au départ, ils n'étaient pas à Alexandrie, c'est aussi l'empereur Auguste qui les a déplacés de Héliopolis à Alexandrie. Et puis on les appelait les aiguilles de Cléopâtre. On les appelle encore les aiguilles de Cléopâtre, mais ils sont rendus maintenant un à Londres et l'autre à Central Park. On peut voir à quel point le climat salin et marin d'Alexandrie d'une part et les climats nordiques de ces villes ont détérioré grandement ces monuments de granit. On va voir qu'ils sont sensibles à l'eau, tandis qu'en Égypte, ils étaient dans le cadre idéal pour être préservés pendant des milliers d'années, ce qui n'est pas le cas de nos hivers. La ribambelle s'est poursuivie dans les autres grandes capitales du monde, mais cette fois-ci toujours avec de faux obélisques. Les modernes n'ont pas été vraiment capables de réaliser cet exploit hors du commun. Alors ils ont fait de grands, gigantesques obélisques, mais toujours des ouvrages de maçonnerie qui n'est pas comparable avec l'exploit originel. Ici à Sao Paulo, pour la révolution constitutionnaliste de 1932. On peut voir l'éparpillement de par le monde de ces obélisques qui crient silencieusement un message secret, parce que qui lit les hiéroglyphes, c'est pas tellement commun, puis c'est pas mis en évidence non plus. Alors, ces pierres étranges disent un message que je vais vous révéler tout à l'heure. Mais commençons par cet obélisque, qui est le plus vieux obélisque du monde, environ 400 ans plus vieux que tous ceux que je vous ai montrés.
C'est l'obélisque de Sésostris. Et puis, il se trouve toujours au Caire, dans une des banlieues du Caire. Mais regardez le décor. C'est le plus vieux obélisque du monde. C'est inestimable. Il est à l'extérieur, comme cela. C'est spécial. Mais avant de poursuivre, pour vous sensibiliser à qu'est-ce que peut bien représenter les obélisques, je voudrais faire avec vous un exercice philosophique. On va faire la phénoménologie des tours ou des structures élevées. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Je vais donner des exemples qui vont vous sembler loin, mais faites-moi confiance. Ici, on trouve un mirador. À vrai dire, c'est n'importe quelle structure qui est surélevée en vue de chasser, d'attaquer, n'est-ce pas? On connaît ça. Tandis que ces structures-là aussi, qui se surélèvent, c'est pour se défendre. C'est très important à la hauteur. Et puis, sur les murailles, il y a souvent une tour qui est plus haute que les autres, qui sert de dernier retranchement. Hein. Si la muraille se fait immiscer, on se retranche dans cette structure. Comment qu'on l'appelle? Le donjon. Alors, en temps de guerre, on va se retrancher dans le donjon. Mais en temps de paix, les donjons, comme ici, la tour de Crest, qui est appelée la seconde Bastille en France, à l'époque des Huguenots, à l'époque de paix, la logique s'inverse. Ça devient une prison ostentatoire. Regardez ici la princesse emprisonnée ou encore les Huguenots, à l'époque de la Réforme, sont mis en évidence pour faire peur à tout le monde qui est légal, qui ne l'est pas. D'autres structures qui s'élèvent, ça va être aussi pour résister cette fois-ci, non à l'assaut humain, mais aux forces de la nature, aux vagues gigantesques. Mais de plus, c'est pour lancer un signal visuel au loin. Un signal. Merci, monsieur. Tandis qu'ici, un clocher, ça va être un petit peu comme un phare, mais ça va être un signal acoustique. Et puis c'est un peu semblable pour les minarets, structures qui se surélèvent pour influencer la société. À l'époque moderne, on fait des structures qui s'élèvent dans les ciels simplement pour monter ou pour changer le skyline, comme on appelle, la silhouette urbaine. C'est pas tellement de grande utilité. Cependant, il y a toutes sortes d'édifices qui s'élèvent, commerciaux, résidentiels, pour l'utilité. Quand même d'autres structures qui s'élèvent en vue de, ici, récupérer le vent, pour des raisons technologiques. Mais tous les exemples que je viens de vous donner dans ma phénoménologie des tours, on voit que c'est des structures humaines pour des humains, pour utilité humaine. On va faire une petite variante maintenant. Si on prend la colonne de Pompée, elle n'a pas été faite par... Ça représente la victoire de Dioclétien en 297 contre la révolte d'Alexandrie. Dioclétien, c'était aussi un empereur qui martyrisait les chrétiens. Mais dans ce cas-ci, ça c'est un des rares monuments comparables aux obélisques. C'est un monument monolithique, puis de 20 mètres de haut. C'est impressionnant. Et puis sur cette eau, souvent on mettait une divinité en haut. Ou encore un héros local, comme ici la colonne de Trajan. Maintenant c'est Saint-Pierre qui est rendu au-dessus de la colonne, parce que durant le Moyen-Âge, ils ont fait fondre la statue de Trajan. Mais Trajan, c'était un humain. On l'a mis au-dessus de la colonne, dans le Pomerium, qui est l'espace sacré où personne n'a le droit de se faire enterrer, mais c'était un des plus grands empereurs romains. C'était pour montrer qu'il était devenu quasiment un dieu. Suivez-moi, vous allez voir où j'y arrive. La colonne Trajane, pour ceux qui ont oublié, c'est celle qui est faite avec une frise en spirale, que vous pouvez visiter ici au Musée de la civilisation romaine à Rome. Mais on peut voir qu'elle aussi, ce n'était pas une structure monolithique. C'était 28 blocs, 28 rondelles de marbre. Et à l'intérieur, on pouvait monter jusqu'en haut. C'est là-dessus qu'on a fait la frise. Mais encore là, l'exemple que je viens de vous montrer, c'est une colonne de vainqueurs à Rome par un empereur, fait, pour les vainqueurs. À Montréal, on a aussi une colonne comme cela. Ouais. Mais c'est la colonne. Comment on l'appelle cette colonne-là? C'est ça. Nelson. Alors, la différence est grande. Ici, c'est une colonne dans une ville de vaincus et non une ville de vainqueurs. Ici, c'est Horatio Nelson, le grand amiral britannique. Ça a été un monument très célèbre dans toutes sortes de villes du monde. À Montréal, c'était la deuxième colonne Nelson au monde. C'est sans doute pour la raison pour laquelle on a enlevé la statue d'origine. Il s'est inspiré de Trajan parce que c'est outrageant.
Tout à fait. Pour le peuple francophone, de voir une colonne de... On s'en rappellera. Oui. Vraiment, on ne pouvait pas mieux dire. Et puis, elle se retrouve toujours près de l'Hôtel de Ville à Montréal. C'est elle, hein? Es-tu en cuivre en haut, la statue? Faudrait la faire fondre pour faire peut-être un René Lévesque avec. C'est ça, Nelson et J'aime Québec, est-ce que je Comme sache? la pensée, tu sais, je suis comme ta conscience. Ben oui, ben accompagnez-moi. Oui, mais vas-y, c'est bon, j'aime ça. Au 5e siècle, une autre pratique qui s'est développée, 400 ans après Trajan, là, disons, où que là, c'était les stylites. C'était des mystiques chrétiens qui passaient leur vie, 40 ans, il y en a deux surtout, Saint-Siméon puis Saint-Daniel, qui ont développé une spiritualité où ils vivaient leur christianisme tout seuls en haut de leur tour, puis les pèlerins venaient souvent les voir. Mais pourquoi il était au-dessus d'une tour comme cela? C'est un petit peu à l'image des colonnes que je vous ai montrées auparavant. C'est que le mystique, dans son cheminement spirituel, se rapprochait de Dieu. Il était comme quasiment un demi-dieu pour vivre des éléments comme cela. Évidemment, les colonnes ressemblaient plutôt à cela. Il fallait quand même pas tomber, pouvoir dormir, puis aussi... Ils mangeaient, en tout cas, je vous laisse deviner la suite, les gens montaient ça par des paniers, mais tout ce qui monte redescend, alors, vous voyez, il fallait un endroit caché pour... OK. Bon. Fait qu'on s'approche de la divinité, mais regardons maintenant une statue, la statue de Gomateshvara, le premier des trois Tirthankara de la religion jaïnisme, qui est une statue monolithique de plus de 1000 ans, qui est toujours en service. De nos jours, le jaïnisme, une des seules religions qui subit un certain préjugé, on les traite encore de nos jours, c'est des peuples idolâtres, parce qu'ils idolâtrent de vraies statues, de vrais dieux en statue. Alors, 1000 ans plus tard, en 2016, l'autre statue était à 17 mètres. Ils ont fait la statue du père de l'autre qu'on vient de voir. Lui, c'est Rishabha, le père de Bahubali, qu'on a vu. Alors, cette statue fait 32 mètres. C'est semblable à l'obélisque sur lequel je vais inciter à la fin de ma conférence, qui est un obélisque de 30 mètres. Alors, c'est comme en haut, 30 mètres. Regardez les gens qui montent sur le côté pour monter jusqu'en haut, et puis qui vont faire leur libation sur la tête de l'idole. Alors, aussi divine soit-elle, les humains ont trouvé quand même le moyen d'y monter sa tête. Fait que c'est un petit peu comique comme ça, mais ça montre la monumentalité de la chose, puis à quel point c'est rare qu'on a fait des monuments monolithiques. Cette fois-ci, c'est pas comme un obélisque fin, c'est plus solide sans doute. Obélisque, ça vous fait penser bien sûr à celui-là. Ben oui, son nom, obélisque. Alors, je tiens à mentionner que j'ai exclu les monuments de la civilisation mégalithique parce que les obélisques, on le voit là, ils sont très différents, ils sont même beaucoup plus grands que ces structures-là, qui sont très impressionnantes, qui mériteraient une autre conférence. Mais quand on regarde les obélisques, ils sont aplanis, ils ont de l'écriture, c'est très différent. Ils sont beaucoup plus grands. Puis ici, qu'est-ce qui ne marche pas avec Obélix? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est qu'il n'a manifestement pas le bon instrument pour faire une structure plane. Puis même lorsqu'on regarde les instruments que les Égyptiens utilisaient, on se demande comment ils ont pu aplanir du granit. Sur l'échelle de Mohs, le granit est classé 7 sur 10. Même l'acier n'est pas capable de s'en sortir avec le granit. Alors c'est très très mystérieux. En Égypte, on trouvait les obélisques surtout dans deux villes. D'abord et depuis le début de l'Égypte, c'était la grande ville, l'origine de l'Égypte, c'est Héliopolis. En Égypte, on l'appelait Iounu, c'est-à-dire la ville des colonnes. Plus tard, les Grecs l'ont appelée la ville du soleil. Et puis au Nouvel Empire, c'est à Thèbes, la nouvelle capitale, qu'on a mis les obélisques. C'est pas mal uniquement dans ces deux villes qu'on a fait des obélisques. Les obélisques venaient d'Aswan, ici, près du fleuve, heureusement. Ça se transportait bien par bateau. Mais néanmoins, c'était quand même tout un exploit. Par la suite, Ramsès II a créé une nouvelle capitale à Tanis. Alors, ils ont mis des obélisques dans une nouvelle capitale. On peut voir que les obélisques sont toujours associés à la capitale jusqu'à nos jours. Et puis, Auguste a déplacé les premiers obélisques que je vous parlais tout à l'heure, des aiguilles de Cléopâtre, de Héliopolis à Alexandrie. Après ça, c'est parti vers Rome. Fait que ça, c'est le contexte géographique. Certains pensent que ça viendrait d'un des derniers temples solaires de l'Égypte, construit par Niuserre au 23e siècle avant Jésus-Christ.
On peut voir une forme sensiblement de... Ça ressemble un peu à un obélisque, mais c'était très différent quand même. Jusque chez les Romains, on considérait les obélisques, c'était la tradition orale, comme l'incarnation d'un rayon de soleil cristallisé, durci. Mais c'est pas certain. Il y a d'autres symbolistes, entre autres Héliopolis, c'était la ville du commencement du monde, qui raconte qu'au commencement du monde, comme dans la Bible, tout était recouvert d'eau. Soudainement, il y a eu la butte primordiale qui a surgi de l'eau, qui est la pierre Ben-Ben, ou encore l'obélisque, et sur lequel le phénix, ou le héron Benu, est venu se poser. Sur cette butte primordiale est né un lotus, et à l'intérieur du lotus, il y avait l'enfant solaire, Harpocrate, qui a donné naissance à la création matérielle. Alors, un petit peu comme ceci, une île. Ici, c'est en l'honneur du fondateur de l'île de Miami. C'est juste... Ça va bien avec l'histoire. Je pensais que c'était quelqu'un de la théorie de la Terre plate. Ah, ici, oui, c'est ça. C'était Parce qu'à cette époque-là, il croyait qu'elle était plate. Et puis, fait que c'est quand même un monument impressionnant, mais c'est pas un vrai obélisque ici, là, à Miami. Mais sur une île, sensiblement... Pourquoi tu dis que c'est pas un vrai? À l'œil, on dirait que c'est un vrai. Oui, mais c'est un monument de maçonnerie. Ah, ok. Parce que c'est quand même 34 mètres. Et ça, c'est de nos jours, après l'ouragan, un des derniers ouragans a déformé l'île, mais c'est toujours en place. On peut voir les paquebots derrière. Bon, alors que représentent les obélisques? Ça, c'est le pyramidion, le sommet. Le pyramidion, fait qu'on peut voir qu'il y a sans doute un lien avec les pyramides. Hein? Oui, c'est ça. Sans doute, on se le demande. Alors, les pyramidions d'obélisques ne sont pas tous aussi pointus. Certains sont un peu moins pointus, mais plus pointus que les pyramides. Ah oui, non? Et parfois, ils sont un petit peu... oblongs. Oblongs. Arrondis. Arrondis. Ah, bon. Alors, très détaillé, sculpté avec un tel détail dans le granit, c'est quelque chose, surtout il y a 3500 ans. Les pyramidions n'étaient pas toujours illustrés, celui-ci l'est. Ils se distinguent surtout par leur verticalité, manifestement. C'est très impressionnant. Au départ, il y avait simplement sur chacune des quatre faces une ligne d'écriture. Par la suite, ils en ont rajouté sur les côtés. On peut voir que les obélisques se distinguent par diverses parties. Il y a le pyramidion, comme on dit, le fut, et puis la base qui est très important. C'est facile de perdre l'équilibre. La base doit être impeccable sur un tel monument, parce qu'en tombant, c'est sûr que ça casse. Les hiéroglyphes sont très impressionnants sur certains des obélisques. On dirait presque qu'ils ont été moulés, comme si une technologie les a fait fondre. Ils sont polis dans tous leurs détails, jusqu'en haut, là où personne ne peut vraiment les voir de proche. Ça ressemble à cela. On retrouve toutes sortes ici, le fils de Ré, le canard du soleil, là, le fils du dieu solaire. On retrouve toutes sortes de... Les formules stéréotypiques de l'Égypte ancienne sont répétées dans la titulature pharaonique. On retrouve toujours des éléments semblables. Sur chacun des obélisques, on mentionne dans la ville dans laquelle il se trouve. Alors, ça devient tabou de le sortir de la ville, quant à moi. Et puis, on célèbre le pharaon qui les a fait élever. Parfois, il y a certaines scènes d'illustration, comme ici sur l'obélisque d'Hatchepsut, qu'on va entendre dans un instant. Nous entendrons qu'elle prétendait qu'elle avait recouvert d'électrum l'entièreté de l'obélisque. L'électrum, c'est un assemblage d'argent et d'or, tel qu'ils l'ont refait ici à Paris, et tel qu'on le retrouve aussi dans des miniatures funéraires qu'on a retrouvées en Égypte. On peut voir qu'en effet, le feuillage d'or s'est préservé. Face à de tels exploits, non seulement il y avait une consécration toute faite lorsqu'on les consacrait, mais aussi... Okay, alors, ils étaient représentés sur les murailles des temples qu'ils accompagnaient, comme on peut le voir ici. Allons à la ville de Thèbes, qui était la capitale du Nouvel Empire. C'était immense. C'est là qu'on retrouve la vallée des rois et de nombreux autres monuments célèbres. Alors, on se dirige vers le grand temple qui est ici, qui est le grand temple d'Amon. Je vous l'ai montré un peu tout à l'heure. Approchons-nous.
À l'époque d'Hatshepsut, la réalisation de son père, qui étaient les deux premiers obélisques ici, le père d'Hatshepsut, Thutmose I, qui a été suivi par le frère d'Hatshepsut, Thutmose II, mais qui est mort 2 années après son règne, laissant son fils trop jeune pour régner. Alors c'est sa tante qui a pris le pouvoir et qui a gardé le pouvoir. Ces 2 obélisques ont été mis ici entre 2 pylônes, qu'on appelle 2 murailles, et c'est sans doute ce qui a préservé ces obélisques, car son successeur, son neveu, la détestait royalement, à tel point que, suite à son règne, il a emmuré les obélisques de sa tante pour qu'on ne les voit plus. Alors tantôt, on va entendre le texte qui se trouve sur cet obélisque, qui n'était même pas accessible aux Égyptiens eux-mêmes. Le successeur, c'était un des plus grands pharaons d'Égypte, Thutmose III. Alors le voici, l'obélisque dont je vais vous parler, 29 mètres, 56. Wesseret Kaou, Horus, la puissante des Ka, Nisut Bityi, souverain de haute et basse Égypte, Maat Kara, Meriit Amonra, Hatshepsut, la justice est le cas de Ré, aimé d'Amon-Ré. Iren Emetes, Ren Neitef, Sa Majesté a fait du nom de son père Semenu Menupen Oua, qu'il soit établi sur ce monument durable. Refet Redtu Iaou Nisut Bityi, Lorsqu'on a fait l'éloge du roi de haute et basse Égypte, Nebtaoui Aha Reper Kara, le maître du double pays, Thutmose Ier, la manifestation du cas de Ré est grande. In Ni Necher Sepes Pen, Par la majesté de ce Dieu auguste, Refet Saou Ternui Werui, lorsque les 2 obélisques grandioses furent érigés, In Emetes Me Sep Tepi, par sa majesté à elle, comme la première fois. Jedpu In Neb Necheru In Itech, C'est une récitation par le Seigneur des dieux et par ton Père, Nisudbiti Aha Reper Kara, le roi de haute et basse Égypte, Thutmose Ier. La manifestation du cas de Ré est grande. Du Tepred Semenet Ternu, Après que l'ordre d'établir des obélisques eût été donné. Iu Emetech Uemmenu, Ta majesté renouvellera les monuments, Iret Anti Jet, de sorte qu'elles soient vivantes à jamais. Texte de la base de l'obélisque d'Hatshepsut à Karnak. Horus vivant, dont les incarnations sont puissantes, celui des 2 déesses aux années verdoyantes, Horus d'or, paré de couronnes divines, telle est la reine de haute et basse Égypte,
Maatkara, la fille du soleil, Hatshepsut, Chemenet Amon, douée de vie à jamais. La fille d'Amon-Ra, sa bien-aimée, son unique, qui se manifeste grâce à lui, l'image glorieuse du Seigneur de l'univers, dont la perfection a été engendrée par les pouvoirs d'Héliopolis, celle qui protège le double pays comme fait un roi, qui a été créé en vue de porter ses couronnes, qui se transforme comme Khépri, le dieu des mutations, qui s'élève comme l'Horus des deux horizons. Œil pur, semence splendide que les deux grandes magiciennes ont sevrée. Khamon lui-même a fait apparaître sur le trône de l'Héliopolis du Sud, qu'il a choisi comme gardienne de l'Égypte, comme protectrice des nobles et du peuple. L'Horus féminin qui fait triompher son père, l'aîné du taureau de sa mère, que le soleil a engendré, afin d'avoir une progéniture bénéfique sur terre pour le bien-être de l'humanité. Tu es sa statue vivante, la reine de haute et basse Égypte, Maatkara, or pur de royauté. Elle a fait ce monument pour son père Amon, une construction de 2 grands obélisques de granit d'Assouan. Initié à son secret du commencement, je suis habile de par sa force efficace. Et je n'ai rien oublié de ce qu'il a commandé, car ma majesté connaît sa nature divine. J'ai agi sous son commandement. C'est lui qui m'a dirigé. Je n'ai planifié aucun travail sans qu'il ne l'ait fait. C'est lui qui me donne les directives, sans lesquelles je ne construirais pas son temple. Je n'ai pas dévié de ce qu'il a ordonné. Mon cœur est le dieu Gnose et ma tête est celle de mon père. J'ai pénétré les plans de son cœur. Je n'ai pas tourné le dos à la ville du Seigneur de l'univers. J'ai plutôt retourné mon visage vers elle. Car je sais que le temple de Karnak est l'horizon du monde entier, l'auguste escalier du commencement des temps, l'œil sacré du Seigneur universel, le siège de son cœur qui porte sa munificence et qui rassemble ses fidèles. La reine déclare par elle-même. Je déclare devant les peuples qui viendront dans le futur, qui devront examiner ce monument que j'ai fait pour mon père, qui devront en débattre par des discussions et qui devront le protéger pour la postérité, que c'est lorsque je me suis assise dans ce temple et que j'ai réfléchi au Créateur que mon cœur m'a mené à concevoir pour lui 2 obélisques recouverts d'électrum dont les sommets atteignent les cieux. Dans le hall, des colonnes entre les 2 grands pylônes du roi, du taureau puissant, le roi Thoutmôsis Ier, Aa, Réper-Kara, l'Horus triomphant. Maintenant, mon cœur ne cesse de se remuer en réfléchissant à ce que les gens diront de mon monument dans les temps futurs et qui devront parler de ce que j'ai accompli. Prenez garde de dire « je ne sais pas pourquoi une telle chose a été accomplie ». Je jure que autant que je suis aimé par le soleil, autant que mon père Amon me favorise, autant que mes narines sont rafraîchies de vie et de puissance, autant que je porte la couronne blanche, autant que j'apparais avec la couronne rouge, autant que les 2 seigneurs ont uni leur destin en moi, autant que je gouverne ce pays comme le fils d'Isis, autant que je suis puissante comme Osiris, le fils de la nuit, autant que Ra demeure dans la barque du soir, autant qu'il triomphe dans la barque du matin, autant qu'il réunit les 2 mers dans sa nef divine, autant que le ciel dure et que ses créations perdurent, autant que je serai immortelle,
comme une étoile éternelle. Je resterai en vie, comme atome. De même, au regard de ces deux grands obélisques façonnés d'électrum par ma majesté pour mon père Amon, en vue que mon nom subsiste dans ce temple pour l'éternité et à jamais, chacun est composé d'un seul bloc de granit. Ma majesté a débuté cet ouvrage en l'an 15 du règne, le 20 décembre, et a terminé en l'an 16, le 19 juillet, totalisant 7 mois de travail. J'ai accompli cela par amour pour lui, comme un roi pour un dieu. Ce fut mon souhait de les lui fabriquer recouverts d'électrum dorés. Et je m'attends à ce que les gens disent « Ce n'est qu'une gaine qui enveloppe de petites pierres. » Ma bouche est efficace par sa parole, et je ne reviens pas sur mes mots. Entendez bien, je les ai pourvus du meilleur électrum. Je l'ai pesé à la chaudière comme des sacs de grains. L'ignorant et le sage le savent autant l'un que l'autre. Que celui qui entend n'aille pas dire « Elle a fait cela par vantardise pour se glorifier ». Dites plutôt « Comme elle est dévouée envers son Père ». Oyez, le Dieu sait qui je suis. Amon, le Seigneur des trônes du double pays. Il m'a fait gouverner la terre noire d'Égypte et la terre rouge du désert. Et il n'y a pas un seul rebelle contre moi dans tout le pays. C'était Gabriel Bouliane-Tremblay. C'était aussi la fin de ma conférence. Je vous remercie à tous. Jean Simard.